Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est Muriel Ngoï et nous vous remercions de vous joindre à nous et à cette conversation si inspirante avec l'auteur, M. Seke, que je vous laisserai découvrir. Merci Muriel. Moi, c'est Jordan Sekembongo Moyabi. Je suis auteur et je suis ingénieur écologiste. Je suis maître conférencier. Je suis un passionné de l'innovation, de l'économie inclusive, de l'éducation de qualité. Et je suis aussi avocat de l'entrepreneurship africaine et de l'avancée technologique sur le continent. Le livre dont il est question ici, c'est le premier livre, mais pas une première publication de ma vie, est intitulé L'impact de l'innovation sur la croissance économique en Afrique. Et ce livre fait un regard particulier sur le cas de l'Éthiopie et du Rwanda. Bon, vous avez défini votre livre en termes simples et on sait de quoi le livre parle. Et nous voulons savoir qu'est-ce qui a déclenché cette flamme, cette inspiration. Madame, vous conviendrez avec nous, c'est que depuis des belles lustres dans notre continent, 60 ans après les indépendances vécues dans l'Afrique subsaharienne, aujourd'hui, nous vivons encore sur l'ère coloniale. Nous manquons un leadership de qualité pour éclore notre visibilité continentale avec tous les potentiels que nous avons. Madame, c'est vraiment remarquable, c'est que en 2000, le magazine L'Économiste, qui est beaucoup suivi, référait l'Afrique comme un continent sans espoir. Vous vous imaginez un continent qui est gros, comme les États-Unis, la Chine et toute l'Europe mis ensemble. Le continent africain reste toujours plus grand. Et que des journalistes assis quelque part en Europe disent que c'est un continent sans espoir. C'est une insulte à la science. C'est une insulte au leadership africain que nous aspirons et que nous inspirons aussi. N'oublions pas que l'humanité a commencé en Afrique. Absolument. Et quelqu'un ne peut pas se lever un bon matin pour dire que l'Afrique, c'est un continent sans espoir. Je suis parti de cette révolution mentale pour dire, mais nous avons toujours consommé des choses écrites, vues de l'œil des voisins ou d'autres personnes, autres que les Africains. Je suis panafricaniste. Je milite pour le panafricanisme. Même si les intérêts communs du panafricanisme ne sont pas bien définis sur le continent africain, mais je reste dans cette démarche-là. L'Afrique, c'est 30,37 millions de kilomètres carrés. Nous représentons 60% des terres arables mondiales, donc pour nourrir l'humanité. Nous sommes 90% représentation de matières premières. Nous avons 40% de réserves d'or et 33% de réserves de diamants. Et c'est ce continent-là que les gens pensent qu'il n'y a pas d'espoir. Non, c'est une insulte. Et aujourd'hui, je crois que le journaliste qui l'avait écrit 20 ans aujourd'hui constate par lui-même que l'Éthiopie et le Rwanda font une exception. Le progrès, s'il y a un progrès qu'on peut parler dans le continent, on peut voir le cas de l'Éthiopie et du Rwanda. 20 ans, ces pays-là n'existaient presque pas. Au Rwanda, on parle de 1994 avec 100 jours de génocide. Les hommes, les femmes, les enfants, les nourrissons ont été tués, massacrés au nom de je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, voir le pays à 1000 collines briller, devenir le Singapour d'Afrique, c'est quelque chose. Pourquoi aujourd'hui le langage a changé? Parce qu'ils ont vu ce que l'Asie, avec le Singapour, fait. Le Rwanda est capable d'émuler la même chose. L'Éthiopie est aujourd'hui représentée comme la Chine africaine ou le dragon africain à cause de la main-d'œuvre moins chère. Et je vous annonce, H&M et Guess font leur fabrication de matériel là-bas. Les matériels que vous allez acheter dans les shops H&M sont faits en Éthiopie aujourd'hui à cause d'une bonne main-d'œuvre. Nous disons que
où je dis l'Éthiopie et le Rwanda ne sont pas des exemples parfaits du développement africain ou de la croissance économique africaine. Mais ce sont des très bons exemples. Mon livre n'est pas une compilation des commentaires journalistiques ou médiatiques. Mon livre part d'un chemin scientifique, d'une base scientifique. J'ai fait une observation selon 10 ans et les résultats ont été merveilleux. Les résultats que j'ai trouvés dans le livre ou que je parle dans le livre sont démontrables, vérifiables et peuvent être testables. Les gens peuvent prendre les données et faire avec, ils vont arriver aux mêmes conclusions. Aujourd'hui, nous disons que l'innovation contribue à l'économie ou à la croissance économique du continent africain. Que les gens ne se voilent pas la face. Peut-être que les définitions de l'innovation semblent être compliquées pour certaines personnes. Mais je dis toujours aux gens, ne regardez pas l'innovation comme quelque chose qui n'a jamais existé. L'innovation, c'est aussi trouver. L'innovation, c'est aussi transformer. Transformer quoi? Transformer les choses qui existent. Changer quoi? La méthode de faire. Parce qu'il y a déjà eu des méthodes qui existent. Voilà un peu le contexte et la motivation de mon livre. Ok. Juste une autre question par rapport à la question et la réponse. Et quand vous mettez vous dites que le Rwanda et l'Éthiopie, ce ne sont pas des exemples parfaits, mais on peut toujours les imiter. Vous ne pensez pas que c'est une sorte de colonisation? C'est comme les colons les ont fait. Ils ont mis une certaine ligne à suivre et on se retrouve dans ces conditions, étant qu'Africains. Et vous ne pensez pas que quand vous mettez le Rwanda et l'Éthiopie comme exemple à suivre, vous ne pensez pas que vous faites la même chose? Je ne fais pas la même chose. Je ne partage pas cette vision de faire ou de vision de voir les choses. Quand je parlais ici du colon et de l'esprit colonial, parlons de nos pays. Je viens de la RDC, moi je viens du Congo-Brazzaville, nous sommes au centre de l'Afrique centrale. Et l'indépendance en RDC, c'est le 30 juin, et à Brazzaville, c'est le 15 août, mais de la même année. Et dans le passé, nous étions tous Congo-Congo, et aujourd'hui, nous sommes la Démocratique République du Congo, et puis la République du Congo. Nos universités travaillent avec quels moyens de support? Programmes. Les programmes sont venus du colon. Les programmes scolaires, académiques, c'est du colon. La méthode de travail, colon. L'année académique, colon. En Afrique du Sud, l'année académique n'est pas colon. L'Afrique du Sud a son propre calendrier académique. L'Afrique du Sud a son propre calendrier scolaire. L'Afrique du Sud revoit son programme tout le temps pour l'adapter. Et bientôt, là, ils vont mettre le swahili comme langue obligatoire depuis l'école primaire pour l'identité africaine. Ils sont en train de mettre l'entrepreneurship dans le programme scolaire. Mais chez nous, chez toi et moi, là, nous attendons l'ordre du colon. Maintenant, revenons sur l'Éthiopie et le Rwanda. Quand je dis que ce ne sont pas des exemples parfaits, mais ce sont des bons exemples, vous direz que Paul Kagame est dictateur. C'est ce que les colons nous ont dit. Dictateur. Maintenant, vous pouvez comparer Paul Kagame à Paul Biya, qui est aussi dictateur au Cameroun. C'est quoi la différence? L'autre dictateur a compris une chose. Tout pour les Rwandais. Le Rwandais fait. Le Rwandais en premier rang. Mais il est dictateur. Et c'est un pays colonisé. Le Rwanda, aujourd'hui, a pris l'anglais comme langue officielle, alors que c'est un pays francophone à l'origine. L'Éthiopie, par contre, ce n'est pas un pays qui a été colonisé. Mais avant 2017 ou 2018, avant que le Premier ministre vienne, l'Éthiopie avait une dictature sans merci. Les hommes politiques ont été incarcérés, de manière illégale. Des journalistes ont été mis en prison. Si vous n'écrivez pas ce que le pouvoir vous dicte, vous êtes un élément gênant. Soit on vous forçait à l'exil, soit on vous mettait en prison.
Les sites Internet, je crois plus de 200 et quelques sites Internet, ont été bloqués parce qu'ils n'étaient pas favorables au gouvernement. Mais lorsqu'ils amènent Abiy Ahmed au pouvoir, le monsieur vient avec une nouvelle tendance, la tendance de l'ouverture. Et je vous rappelle que c'est le prix Nobel de la paix 2019. Quoi? Pourquoi? Il vient dans un régime dictatorial, il dit non, 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 non. Pour construire ce pays, nous avons besoin de tout le monde. Libérer les politiciens sans une forme de procès. Pas de procès, pourvu qu'ils soient en prison en ce moment-là, il doit être libre. Les journalistes ont été libérés. On a amnistié tout le monde. On a demandé aux gens qui étaient en exil forcé de revenir pour la reconstruction du pays. Et chose plus grave, il y avait des conflits entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Le monsieur se dit, mais ce sont nos voisins. Par tête d'habitants, l'Érythrée ne peut pas faire face à l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, c'est 100 millions d'habitants. Ils pouvaient juste marcher un jour et aller là-bas. Mais devant les crépitements des balles, personne ne peut faire face. Il a compris qu'il fallait dialoguer avec le voisin. Parce que le voisin était un élément important pour la survie et la sécurité de chaque État. Voilà pourquoi il y a un adage qui dit la politique de bon voisinage. Il a compris cela, il est parti là-bas, il a eu la signature du contrat de paix. Et aujourd'hui, même Ethiopian Airways voyage maintenant vers l'Érythrée, chose qui ne se faisait pas. Et ils sont venus avec de nouvelles méthodes de diriger le pays. Quand nous parlons de ces deux leaders africains qui font la différence, Ahmed Abiy en Éthiopie, Paul Kagame au Rwanda, le contexte de leur pays et l'ouverture que ces pays-là offrent au monde entier et aux investissements a démontré que les gens peuvent venir donner leur argent sans pourtant se poser plusieurs questions. Comment? Aujourd'hui en Éthiopie, ils avaient un projet qu'on appelle la Renaissance éthiopienne. Parce que l'Éthiopie, madame, vous comprenez, l'Éthiopie est un pays enclavé. Il n'a pas l'accès à l'océan ou à la mer. Avec le projet Éthiopie Renaissance, ils ont pu construire un nouveau chemin de fer, loin du chemin de fer construit par les colons français, pour désenclaver le pays. Ils ont fait les rails, route rail train, de Addis Abeba à Djibouti. Parce qu'à partir de Djibouti, vous êtes à la mer. Et ils peuvent maintenant envoyer les conteneurs et toutes ces choses. Voilà l'ouverture. Et Ethiopian Airlines, c'est la première compagnie africaine. L'Ethiopian Airlines est dirigée comme une compagnie privée, mais alors que c'est la compagnie para-étatique de l'État. C'est la compagnie de l'État. 90% du financement de Ethiopian Airlines vient de l'État éthiopien. Mais là-bas, ce n'est pas le gouvernement qui dicte les règles. C'est le conseil administratif. Et le conseil administratif a un profit bas, bien défini selon les règles du jeu. Il faut faire des bénéfices. Il faut faire tourner la compagnie. Vous allez être choqués. Même les compagnies comme Emirates a licencié les gens à cause de la pandémie. Mais l'Éthiopie n'a pas licencié aucune personne n'a été licenciée pour répondre aux besoins de la Covid. Même South African Airlines va retrancher, va licencier les gens. Ethiopian, on n'en parle même pas. Parce qu'ils ont compris des choses. Ce sont des petites choses comme ça qui donnent la garantie aux investisseurs étrangers de venir dans votre pays. On voit un peu plus clair Merci sur votre choix des pays. Et à voir ou lire votre livre, vous indiquez, et à vous connaître simplement. Vous indiquez, vous montrez que vous êtes amis à ceux qui
contribuent, fournissent des efforts pour une Afrique meilleure. Pensez-vous que votre livre jouera un rôle dans l'élaboration et la réalisation de cet objectif? Madame, j'ai toujours pris un pays ou même le continent africain comme une maison en construction. La fondation est là. Nous avons l'Union africaine, nous avons des gouvernements de gauche à droite. Donc là, ça c'est la fondation. Mais comment sauriez-vous faire la différence en vous disant que vous avez contribué à l'édification de ces bâtiments? C'est en apportant votre brique. Mon livre aujourd'hui, c'est cette petite brique que j'apporte pour lever les murs du continent qui gagne, de l'Afrique qui gagne. C'est peut-être pas quelque chose de grandiose, mais sa petite contribution, sa petite révélation peut susciter un réveil dans les consciences de ceux qui dorment ou ceux qui somnolent. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ne savent pas là où il faut mettre le pied. Je crois que le livre, mon livre, va d'abord appréhender ceux qui somnolent pour leur donner une indication sûre et une vision plus claire pour qu'ils soient acteurs, opérateurs actifs pour la construction de l'Afrique qui gagne. Madame, vous allez voir, quand on représente les cartographies du monde, l'Afrique, qui en fait est égale à la Chine, les États-Unis et toute l'Europe réunie, est représentée en petit format. C'est pour vous dire la pensée derrière l'idée du colon. C'est pour te dire que tu es toujours petit. Mais je ne veux pas aller sur ce plancher-là. Je ne veux pas marcher sur cette ligne-là. Je veux que les gens qui vont nous suivre, se disent, mais tiens, si Jordan a pu faire ça, moi aussi je peux faire. C'est juste pour susciter ce réveil. Nous avons beaucoup de potentialités. Je vais vous donner beaucoup d'exemples, une après un. Commençons en Éthiopie. L'Éthiopie. En Éthiopie, la main-d'œuvre est moins chère, oui. Mais l'Éthiopie a compris que le transport est un élément important pour la croissance économique. En 2015, en Afrique subsaharienne, l'Éthiopie lance le premier train électrique, interurbain électrique. Donc, comme si vos trams en Europe et toutes ces choses-là. Voilà les prouesses. L'Éthiopie, comme je disais tantôt, pendant 5 ans, si vous débutez votre compagnie, vous ne payez pas les taxes. Ils sont en train d'encourager les jeunes entrepreneurs. Ils sont en train d'encourager l'économie numérique. Et ils sont là où ils sont à cause de cela. L'Éthiopie, jusqu'aux dernières nouvelles, était l'économie la plus florissante, parmi les économies les plus florissantes du monde. Pas d'Afrique, du monde. Déjà, si le pays africain est en train de défier les autres pays à travers le monde, c'est des prouesses à encourager. Allons au Rwanda. Au Rwanda, je vous ai dit que 98% de leur population ont accès aux soins primaires de santé. Aux soins primaires de santé. Au Rwanda, ils ont le premier aéroport de drones. Pourquoi ils ont mis l'aéroport civil des drones? Parce que les drones, généralement, sont utilisés pour les militaires ou dans l'arme. Mais au Rwanda, c'est à l'aéroport civil. C'est juste pour donner l'accès aux médicaments aux populations qui sont dans les zones rurales. J'étais choqué. Dans un rapport de 2017, c'est aussi mentionné dans le livre, le Rwanda, la connexion à l'Internet au Rwanda était meilleure qu'aux États-Unis, la France et en Corée du Sud. Alors que ces pays-là, entre guillemets, ont des bons services Internet et toutes ces choses-là.
mais le rapport de 2017 prouvait, calculait, démontrait, disait que le Rwanda avait les meilleures conditions d'Internet. Le Rwanda, avant que nous allons avec nos WhatsApp et toutes ces choses-là, le Rwanda était le premier pays en Afrique à avoir les vidéocalls. Pourquoi? Parce qu'ils vivent de l'agriculture. Pour éviter ou limiter l'exode rural, les Rwandais ont dit, si nous donnons les moyens aux populations rurales de vendre leurs histoires à partir de là où ils sont, ça va nous aider à la croissance économique. Donc, il suffisait seulement que Muriel, qui a les tomates ou je sais quoi dans les villages, appelle Benjamin qui a Kigali pour dire que je suis en train de vendre mes tomates. Et Benjamin, l'acheteur, va vous poser la question. Je veux voir les tomates. Vous prenez seulement votre téléphone, vous le tournez, vous montrez les tomates. Il est capable de faire un jugement. Et si le business est sécurisé, il fait le paiement et vous l'envoyez le matériel. Sans que vous vous déplacez, sans que lui fasse faire le déplacement. Et au Rwanda encore, il y a une personne que j'ai toujours aimé son histoire, un jeune Rwandais qui a créé sa compagnie called EE. EE, ils vendent les produits agricoles à travers une application téléphonique. Puisque les infrastructures sont là, ils ont le meilleur Internet. Rappelez-vous du rapport de 2017 que j'ai parlé. Donc, le monsieur a créé une application qui fait que les produits agricoles, parfois, quelques-uns transitent vers son magasin avant d'être acheminés vers les clients. Mais il y a certains produits qui sont du vendeur directement au client qui cherche à travers l'application. Et tout se fait à travers l'application. Au Rwanda, madame, le transport en commun, on paye avec une carte. Et je vais vous mettre ça en contexte. En Afrique du Sud, je crois que vous avez déjà expérimenté Metrobus. Oui. Metrobus, la plus grande erreur que cette compagnie avait commise, et ça continue toujours, malgré les crises sanitaires que nous avons connues, parce qu'ils vont revenir bientôt là, c'est le fait de donner le pouvoir aux chauffeurs de vendre les billets. Je crois, un jour ou 2 fois ou 3 fois, que lorsque vous avez eu à prendre le métrobus et que les inspecteurs font leur entrée dans le bus, beaucoup de gens se retrouvaient sans billet. Parce qu'ils ont payé au chauffeur, le chauffeur disait seulement entrer, mais il a pris l'argent. Comme le billet n'est pas sorti de la machine, cet argent-là ne va pas dans la caisse de la compagnie, mais plutôt ça va dans sa propre poche. Surtout pour ceux qui étaient entrés, ont payé, n'ont pas reçu les billets et sont déjà arrivés à leur destination avant que les inspecteurs ne rentrent. Cet argent-là n'est pas comptabilisé. Voilà le problème. Vous allez aujourd'hui avec des prouesses que la RDC est en train de faire. Parlons de Maxicash. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est le secteur informel qui nous garde encore captifs au sous-développement. Les gens ont des millions de dollars dans leur maison. C'est grave, madame. Comment voulez-vous que nous puissions parler de développement pendant que nous sommes en train de vivre dans l'ère numérique? Aujourd'hui, quand vous avez des applications comme Maxicash, ça vous permet de comptabiliser votre argent sur une plateforme ou dans un même panier avant de le mettre ailleurs, de gauche à droite. Voilà les choses qui contribuent à la croissance économique dont j'ai fait allusion. Parlons de l'innovation. Lorsque vous voyez Maxicash, ce n'est pas quelque chose de nouveau, si on peut le dire. Mais qu'est-ce que Maxicash a compris? Ils se disent, mais tiens, nous avons beaucoup de gens, des étudiants qui vivent en Afrique du Sud, venant de la RDC, venant de plusieurs pays en Afrique. Les parents sont obligés d'utiliser Western Union ou bien MoneyGram pour faire les transferts. Et MoneyGram et Western Union ne sont pas des compagnies africaines.
Rappelez-vous, j'ai parlé du panafricanisme. Même si nos intérêts communs ne sont pas encore définis, mais je reste dans la vision de l'Afrique qui gagne. Quand vous avez MoneyGram et Western Union, vous continuez à enrichir les États-Unis, qui va continuer à nous donner des dons selon leurs termes et conditions. Mais aujourd'hui, si vous prenez votre argent, vous commencez à investir ou à utiliser les services de MaxiCash. Le rendement se passe en Afrique. Et c'est l'Afrique qui gagne. Madame, que les gens ne puissent pas prendre l'innovation comme quelque chose de grandiose. Parce que les expériences que toi et moi nous vivons ici en Afrique du Sud, ce n'est pas tous les Congolais qui sont en exposés. Même ceux qui vivent avec nous ici, ils ne vont pas dans les mêmes routes que nous prenons. Donc nos expériences sont différentes. Mais si nous prenons nos expériences, nous les mettons en perspective, on peut revoir la manière de faire les choses. L'Éthiopie et le Rwanda ont fait la même chose. Ils se sont dit, il faut réformer. Voilà la réforme. La réforme, c'est une innovation. Parce qu'avant, les gens faisaient les choses n'importe comment. Au Rwanda et en Éthiopie, ils ont compris qu'il fallait réformer les lois pour permettre une bonne main-d'œuvre, pour permettre une bonne sécurité pour les investisseurs étrangers. Madame, l'Éthiopie, après l'Afrique du Sud, est le deuxième pays en Afrique qui produit du bon vin. Ils ont de bons rosés. Parce que le climat est vraiment utile là-bas. Au Rwanda, ils produisent le thé et le café. En Afrique, des meilleurs cafés viennent du Rwanda, de l'Éthiopie ou bien du Kenya. Aussi longtemps que c'est l'Afrique, je suis content. Parce que le but principal de mon livre, c'est éveiller les consciences africaines. Bien que nous soyons différents à cause de nos cultures, nos langues et toutes ces choses-là. Et une autre chose que je voudrais savoir est comment les limites ou les difficultés que vous avez rencontrées parce que nous savons bien que avant ce livre, c'était des recherches. Et les difficultés que vous avez rencontrées en transformant les recherches en livres. Madame, les difficultés que j'ai rencontrées sont quand même énormes, ou ont été énormes, s'il faut nous parler du passé, parce que le produit fini est déjà disponible sur Amazon et sur plusieurs sites de vente en ligne. L'Afrique, nous souffrons d'un problème d'information. Croyez-moi que les années d'observation ont été modifiées pour accommoder les informations qui étaient disponibles. Même les indicateurs de recherche, on était obligé de les changer à cause des informations que nous avons pu recueillir. Voilà pourquoi, quand quelque part dans le livre, je parle du Rwanda et de l'Éthiopie, ne pas être les exemples parfaits, mais des bons exemples. Croyez-moi, si je l'avais fait pour l'Afrique du Sud, ça devait être facile. Mais la facilité n'est pas mon identité. Je veux encourager les jeunes gens à affronter les choses. Parce que si nous allons tous dans la facilité, rien ne va se faire dans ce continent. Si nous allons tous dans la facilité, nous allons être là comme, je ne sais pas si le mot est déjà francisé, les atalakou, pour dire les gens, les supporters, les fans aveuglés des dictateurs africains. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis dans la logique de la valeur du travail, l'effort. Et j'ai consenti des efforts pour arriver à des conclusions convaincantes. Même si ma méthode de recherche peut être discutable, je ne mets même pas ici à voir le sommet de la connaissance. Mais c'est une technique, une méthode de recherche qui existe, qui m'a amené à des conclusions. Et je peux aujourd'hui, tel que je suis assise devant vous, dire que la croissance économique africaine est en grande partie due au fait de l'innovation.
où l'innovation contribue à plus de 50% à la croissance économique africaine. Je peux démontrer en prenant plusieurs exemples à travers le continent pour démontrer cela. Donc, je reste convaincu du fait que je me tiens aujourd'hui devant mes frères, devant mes amis, pour dire que nous avons un travail à faire en Afrique. Si nous voulons rêver de l'Afrique avec tous les atouts que nous pouvons avoir, chacun de nous devra se lever et prendre la direction de faire les choses différemment. Je crois que c'est ce qui nous manque. J'ai eu la chance, pendant mon séjour aux États-Unis, avec Fatih Aboubakar, qui elle est documentaliste, elle est du Nigeria. J'ai fait l'interview avec elle sur sa recherche. Elle était en train de rechercher pourquoi beaucoup d'Africains, une fois arrivés aux États-Unis, ne voulaient plus rentrer dans leur continent. Et les Africains comme moi et d'autres, qui malgré les années faites ou les études faites dans ces pays-là, nous croyons toujours à un rêve africain. Aujourd'hui, les Américains parlent du American Dream, le rêve américain. Mais à quand le rêve africain? Je n'ai pas besoin de dire à quand le rêve congolais. Ça va être trop audacieux de ma part. Même si on dit que pour qu'un rêve soit un rêve, il faudrait que ça soit quelque chose qui te fasse peur. Je ne veux pas aller à cette peur impossible, peut-être pour moi, dans mon contexte. Mais je suis prêt à prendre la direction de la peur africaine, pour construire le rêve africain. Parce que, tel que nous sommes là, nous sommes du Congo, mais nous sommes en Afrique du Sud. Nous contribuons à l'économie, la croissance économique sud-africaine. Qu'on le veuille ou pas. Pourquoi? Parce que nos pays, à nous, ne nous donnent pas les conditions que l'Afrique du Sud nous offre. Mais aussi longtemps que je suis en Afrique, et j'avais parlé à Fatih Aboubakar, que je suis de ces personnes-là qui croient à un rêve africain. Et parlons du rêve africain. Je vais mettre un syllogisme avec, ou bien pas un parallélisme, je vais juste parler de Martin Luther King. Martin Luther King, quand il est sorti avec I Have a Dream, il avait parlé que les États-Unis allaient être commandés un jour par un président noir. Mais il est mort, il n'a pas vu ça. C'est quoi la force du leader? C'est poser les fondations, les pierres, pour que ceux qui viendront après puissent construire et bâtir à partir de ce que nous avons posé. Et le livre aussi, comme je l'avais dit tantôt, c'est cette fondation-là que nous avons mis au service de la jeunesse africaine, au service des Africains, pour qu'ils puissent s'imprégner. Et une fois, pour créer les bassements qui feront que nos enfants, quand ils vont venir, ils vont construire et le rêve africain deviendra une réalité. Et même au fond de nos tombes, nous serons contents. Je serai content de me retourner parce que le rêve africain est finalement réalisé. Monsieur Seke, en parlant d'exemples concrets et des démonstrations d'une Afrique qui gagne, pouvez-vous nous donner des exemples que vous avez personnellement? Merci, madame. Je veux parler des exemples en Afrique en général et je veux aussi m'accentuer sur les deux cas de figure que le livre parle pour donner aux gens le sens ou la définition de l'innovation dans ma perspective de voir les choses. Au Ghana, par exemple, ils ont une crise d'eau. Et puisque nous assistons souvent en Afrique la loi du plus fort, qui gagne toujours. Et il y avait des problèmes dans les communautés de base avec la distribution d'eau. L'eau qui était disponible était toujours des problèmes parce que ceux qui étaient plus forts prenaient l'eau pour eux et déprivant les autres, les faibles.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont créé une machine de distribution d'eau qui utilise une carte magnétique. Et la carte magnétique est programmée de manière à donner la quantité à chaque famille, la quantité requise. Arrivé à cette quantité-là, la carte ne peut pas vous produire encore d'eau. C'est juste pour avoir un partage équitable. Vous allez au Kenya avec M-Pesa, Mobile Money. C'est une invention africaine. Parce qu'ils ont compris que nous sommes dans un pays où la réalité, pas tout le monde a des cartes bancaires ou tout le monde a des comptes en banque. Parce que nous n'avons pas de moyens. Alors, qu'est-ce qu'il fallait? Parce qu'avec l'arrivée de la téléphonie mobile à grande pompe dans le continent africain, ils ont créé ce que nous appelons M-Pesa. Juste envoyer de l'argent à la personne parce qu'il y a juste un numéro de téléphone et il va à une station plus proche. On le fait même avec Mobile Money, avec les stations-service Total ou des magasins qui sont agréés. Voilà les innovations africaines. Vous venez en Afrique du Sud, par exemple, avec Please Call Me. Parce que nous ne sommes pas comme aux États-Unis où l'Internet, les nombres d'appels vocaux sont illimités. Ici, chez nous, nous payons pour avoir un temps de causerie. Mais il se peut que je peux avoir manqué de l'argent pour payer ce temps de causerie. Je vous envoie juste un message gratuitement. Et pour contrôler ça, ils ont donné seulement 5 par personne par jour. C'est juste aussi, ça, ce sont des innovations. Allons en Éthiopie. J'ai parlé de la mouvance avec la COVID-19, comment Éthiopie n'a pas licencié les gens. La manière de gérer les affaires publiques, la gestion de l'affaire publique est une forme d'innovation. Au Rwanda, ils ont ce que nous appelons chef moto. C'est en fait Uber, mais à la manière rwandaise. Rappelez-vous que nous l'appelons le Rwanda le pays à 1000 collines. Il y a beaucoup de montagnes là-bas. Malgré les infrastructures de bas qui sont construites, certaines voitures, parce que nous achetons généralement, Dieu merci que le Rwanda aujourd'hui, ils ont commencé aussi à monter les véhicules sur place, les VW sont montés sur place et quelques Toyota. Mais avant, il y a d'autres véhicules que nous appelons, que nous importons de l'Europe, les occasions d'Europe, qui parfois ne peuvent pas faire la montagne bien. Et pour éviter que les gens se promènent à longueur de journée comme dans nos pays, parce que nous sommes encore au Congo-Brazzaville, il y a encore les taxis qui se promènent dans les rues, espérant trouver un client dans la rue. Pour éviter ça, parce qu'il y a le carburant que tu dépenses, pour éviter ça, ils sont venus avec une solution comme Uber. Mais on appelle ça chef moto. C'est avec les motos. Tu fais le request ou tu fais la demande à travers ton téléphone, à travers une application. Et la moto disponible, plus proche, prend l'appel et vient te chercher et t'accompagne là où tu dois partir. En RDC, couplé avec l'Afrique du Sud, nous avons MaxiCash. On veut donner les gens la possibilité de gérer leurs finances sous une seule plateforme. L'argent peut venir à gauche, à droite, d'une carte de crédit. Parlons des commerçants, des petites et moyennes entreprises. Je crois que avoir MaxiCard, l'application de MaxiCash, excusez-moi, je parle anglais aussi parfois. Donc, l'application de MaxiCash, ça te permet de consolider tes dépenses ou tes entrées financières. Tes crédits, des débits ou des crédits dans une seule application. Tu veux envoyer l'argent à tes enfants partout dans le monde entier. J'ai vu qu'aujourd'hui, ils peuvent envoyer et recevoir l'argent du Brésil, de l'Inde, de la Chine. Pourquoi j'ai seulement pris ces pays-là? Parce que ce sont des pays émergents. Et l'Afrique est dominée par le marché émergent. Donc, voilà un peu en perspective les exemples que je peux étaler ici. Et je peux encore aller plus loin, même si ça n'a pas marché. Au Congo-Brazzaville, il y avait un entrepreneur qui faisait des téléphones. Et l'IKEA, je ne sais pas quoi. Ça n'a pas marché. Les gens me posaient la question, il y a quoi d'invention là-bas? J'ai dit, il y a une invention parce que les téléphones que nous consommons sont généralement fabriqués ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est fabriqué localement dans la langue, le téléphone qui était en lingala. Donc,
ça rencontrait nos perspectives ou bien nos responsabilités, nos réalités à la À base. la base, oui. Donc voilà un peu euh, la vision, les exemples concrets de l'Afrique qui gagne. Aujourd'hui, si aujourd'hui ce monsieur-là, Mankou, n'a pas fait fortune, c'est parce que nous n'avons pas la culture de soutenir nos entrepreneurs. Je suis fier avec un téléphone performant américain, fait en Chine, parce que c'est là où ces choses se font. Mais je serais encore plus content si aujourd'hui Apple décidait d'aller le faire en Éthiopie, parce que la main-d'œuvre aussi est moins chère, plus qu'en Chine. Oui. Les chaussures sont fabriquées en Chine. Il y a même un Éthiopien qui a fait fortune dans le marché comment on appelle ça, dans les tissus. Ils font des costumes tous les jours. Parfois des costumes que nous achetons ici, croyant que ça devient de Turquie ou des choses comme ça. Je ne sais pas par quelle route, mais ça revient ici. Mais si nous pouvons soutenir ces marchés-là, aujourd'hui l'Afrique va se développer. Nous disons que l'Afrique est potentiellement riche. C'est vrai, parce que je vous avais dit tantôt que 90% des matières premières, de la réserve des matières premières se trouve en Afrique. 60% des terres arables se trouvent en Afrique. Imaginez les travails que l'agriculture, la chaîne agricole crée. En cultivant, en récoltant, en transformant, en vendant. Vous voyez déjà 4 piliers que l'agriculture permet de créer des emplois. Mais si aujourd'hui, certains entrepreneurs ne tiennent pas debout, c'est parce que nous n'avons pas de lois qui leur encouragent à faire mieux. Nous voulons qu'à la première année, que nos entreprises puissent déjà payer les taxes. Et en revenant à ce que vous m'avez posé un peu plus tôt, je ne croyais pas que prendre la manière de l'Éthiopie ou du Rwanda était une imposition coloniale aux gens. Non. Ils ont innové. Ils ont dit que les entreprises éthiopiennes qui se créent, vous avez 5 ans gratuits, vous ne payez pas de taxes. Parce que nous voulons créer plus de millionnaires. Au Nigeria, il y a beaucoup d'innovations au Nigeria que le monde ne parle pas. Et Dieu merci, aujourd'hui l'Afrique du Sud n'est plus la première puissance économique africaine. C'est maintenant le Nigeria. L'Éthiopie, c'est le pays où il y a plus de millionnaires. L'Éthiopie n'a pas été colonisée. Ils ont leur propre calendrier. Et vous venez là-bas, vous vous imposez. Vous imposez à leur calendrier. Le Rwanda colonisé, mais aujourd'hui nous démontre qu'il faut faire des choses différemment. Et vous allez remarquer, le développement en Afrique, c'est par des pays qui ont leur propre monnaie. Je n'ai pas vu des pays avec des monnaies uniques, les monnaies coloniales, là, être parmi les listes des pays développés ou qui se développent à grande échelle en Afrique. Et voilà pourquoi nous disons qu'il faut changer le discours. Il faut changer le discours. Les discours des agrégés des écoles européennes doivent changer. Et qui doit le changer? Toi et moi. Parce que nous représentons l'État. Nous devons mettre les valeurs africaines en avance. Nous allons soutenir les valeurs africaines. Moi, je n'ai pas de souci à soutenir Maxi Cash. Parce que UBA, j'ai une carte UBA prépayée. UBA n'est pas américaine. UBA est nigérienne. Voilà les choses avec les cartes prépayées. C'est ça là les innovations qui parlent à nos réalités africaines. Pourquoi nous faisons toujours confiance aux matériaux ou aux produits européens, toutes ces choses-là? Mais aujourd'hui, la Chine nous a démontré le contraire. Aucun pays au monde ne peut vivre sans la Chine. Tout ce que nous avons, c'est soit fabriqué en Chine ou monté en Chine. On ne veut ou pas. On peut déclarer non, ma voiture est montée en Afrique du Sud. Oui, mais tu ne vis pas avec une voiture. Il y a d'autres histoires dans ta maison. Les verres, les cuillères, qui sont faits en Chine. Mais aujourd'hui, si nous pouvons militer pour donner cette main-d'œuvre-là chinoise
à nos frères éthiopiens. Déjà, le coût du transport va être moins cher parce que c'est juste là au-dessus du continent. Parce que je parle du dessus parce que nous sommes au fin fond du continent en Afrique du Sud. Si nous donnons un autre marché au Rwanda, c'est là, à l'est du continent africain, nous pouvons donner d'autres marchés à la RDC avec une population grandissante. Je ne sais pas. Je n'ai pas la solution à tous les problèmes. Mais je me dis aujourd'hui, le livre ici constitue cet éveil continentale et africaine pour que nous puissions voir les choses d'une manière différente afin de poser nos propres jalons. On copie des bonnes choses et ce n'est pas un péché. C'est ça le plus important. Bien. Le plus important, c'est de copier les bonnes choses et d'innover, non seulement de créer et d'améliorer ce que nous avons déjà. Nous passerons à les langues. Vous ne trouvez pas que, à part les 5 langues que vous avez avec le livre, que les langues africaines seraient plus appropriées? Madame, je vous ai parlé un peu plus tôt des intérêts communs du panafricanisme que je défends, qui ne sont pas encore connus ni définis. C'est ça le problème. Déjà, l'Union africaine est une organisation qui nous a fait échouer sur plusieurs plans. L'Union africaine a été créée à l'image de l'Union européenne. Mais à la base, nous n'avons pas une seule monnaie en Afrique. Vous voyez, là où il y a eu des problèmes déjà, d'adaptation. Si vous voulez copier des choses, copier de manière à miroiter avec vos réalités. Ne copiez pas pour le plaisir de copier. Aujourd'hui, dans le livre, en conclusion, je suis en train de parler du risque que l'Éthiopie est en train de courir à devenir un pays chinois. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la nature des contrats signés avec les entreprises chinoises. À la fin, c'est quoi? Parce que j'ai dit tantôt, on ne peut pas s'en passer de la technologie, de la même mise chinoise dans tous nos pays au monde entier. Il y a quelque chose qui a été fabriqué en Chine. Que vous le voulez ou pas, il y a quelque chose qui a été créé en Chine ou fabriqué en Chine. Maintenant, venons dans le contexte de langue. La langue, c'est la première identité d'une personne. La langue, c'est ça l'identité de la personne. Les gens peuvent se moquer des États-Unis. Mais vous savez, la force des États-Unis repose sur l'anglais. Aux États-Unis, vous partez de nord au sud, à l'est, à l'ouest, il n'y a qu'une seule langue, l'anglais. Point barre. Ils s'en foutent. Ils ne sont pas obligés de connaître le swahili. Parce que lorsqu'il viendra chez nous, au Congo ou quelque part en Afrique, il va s'imposer avec sa langue. Et même la langue que nous sommes en train d'échanger avec toi aujourd'hui. Nous avons été imposés. Maintenant, les retombées, c'est quoi? Aujourd'hui, lorsque vous voyez par exemple les examens d'État en RDC, j'ai vu récemment, les lauréats, ils sont incapables de formuler une phrase en français. Et nous nous moquons d'eux. On devait plutôt se poser la question, quelle est la langue qu'ils parlent mieux? Et poser la question dans la langue qu'ils parlent mieux. Madame, vous allez comprendre que l'innovation aussi, c'est un état d'esprit. Parce que même votre manière de penser détermine votre degré d'innover, votre degré de changer, votre capacité de voir les choses de manière différente. Ce que j'ai appris dans le milieu anglophone, quand j'apprenais encore l'anglais, je pouvais formuler la phrase de manière hasardeuse, sans me rendre compte que j'ai commis des fautes. Les anglophones ne vont pas se moquer de toi. Quelqu'un dans le groupe va répondre vos propos,
mais il va le dire en bon anglais. C'est comme ça qu'il vous corrige. Mais chez les francophones, la langue coloniale que nous avons acquis, que nous nous sommes fiers de parler, de s'identifier avec. Quand nos frères font des fautes graves, nous sommes les premiers à se moquer d'eux sur la toile. L'Afrique du Sud, qui veut adopter, ou qui a déjà adopté, parce que ça a été déjà accepté au Parlement, qui adopte le Swahili comme leur langue. Est-ce que parmi les 11 langues de l'Afrique du Sud, le Swahili est là? Non. Mais ils ont dit que le Swahili est parlé en RDC, c'est parlé en Tanzanie, c'est parlé au Kenya. Et même les Rwandais aussi parlent un peu de Swahili, même si c'est avec le Kenya-Rwanda. Donc, quand ils mettent ça par tête d'habitants, ils constatent que le Swahili, c'est la langue la plus parlée. Entre guillemets. Si nous prenons le Swahili et nous l'inculquons dans nos programmes scolaires, ça deviendra la langue africaine. Je ne sais pas si vous avez utilisé le transport public en commun en Afrique du Sud, il y a des fois où les gens vous forcent à parler la langue. Oh, on vous dit, mais vous ne parlez pas la langue africaine. Si chacun de nous doit commencer à parler sa langue africaine, la fin, nous connaissons. Parce qu'on va devenir comme des gens qui ne se parlent pas. Parce que chacun va parler dans sa langue et personne ne comprend. C'est ça le plus grand risque que nous courons. Maintenant, au-delà de langue, il y a cette capacité innovative de voir les choses afin que nous puissions changer le discours que nous tenons à tout moment. Les discours du colon, pour dire que tout ce que mon frère fait est mauvais, mais ce que le colon fait ou fera est bon et de bonne qualité. Nous n'allons pas évoluer. Nous devons changer de perspective. C'est aussi ça, la mentalité d'innovation. Voir les choses différemment. Voir les choses de manière continentale. Pas du point de vue de mon pays. Oui, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais lorsque les infrastructures de base ne sont pas mises en place, je fais quoi? Je suis la première personne à quitter mon pays et aujourd'hui, je me retrouve en Afrique du Sud. Croyez-moi, si j'étais au Congo, je ne pourrais peut-être pas faire ce livre. Si j'étais au Congo, je ne pourrais peut-être pas faire la recherche. Si j'étais au Congo, mon Congo à moi, je ne pourrais peut-être pas faire toutes les publications que j'ai aujourd'hui. Plus d'une dizaine. Parce que les infrastructures de base ne sont pas là. Et aujourd'hui, le Rwanda a mis du paquet dans la recherche et le développement. Chez nous, si vous allez au ministère de la Recherche, c'est parmi les ministères les plus pauvres du gouvernement. Parce qu'on ne donne pas de l'importance. Et c'est ça aussi qui a fait que j'ai rencontré beaucoup de problèmes pour avoir les données pour faire ma recherche en bonne et due forme. Déjà, le Rwanda commence maintenant à mettre les données à jour et toutes ces choses-là. L'Afrique du Sud, les pays de la SADC, un peu plus bas ici, il y a beaucoup de données. La RDC qui est dans la SADC et l'Angola, je n'ai pas trouvé de données. C'est alarmant. Mais vous allez entendre au journal télévisé, aux émissions, on parle des docteurs, on parle des professeurs qui n'ont jamais publié, des docteurs qui n'ont, même leurs propres thèses, sont poussiéreux là en Europe, là où ils ont complété leurs études. Personne ne parle. Parce qu'il faut dire que mon livre, c'est ma thèse de master qui a été développée et ajoutée pour que ça devienne un livre. Et aujourd'hui, je suis honoré que le livre écrit en anglais soit traduit en plusieurs langues. C'est parce que l'éditeur a vu l'intérêt du message que le livre comporte. Et se dit, il faut donner ça à plusieurs personnes afin qu'ils puissent consommer. Autant qu'Africain, c'est pour ne pas faire ma propre publicité, mais je dis quand même que transformons nos idées, nos perspectives, afin de consommer africain sans modération. Consommons africain sans modération. Celui qui fait bien, applaudissons. Ne nous attelons pas au discours fanfaron et erroné de l'Occident et du colon. Paul Kagame est dictateur, oui, mais un dictateur révolutionnaire.
aujourd'hui Kigali ou le Rwanda est le Singapour d'Afrique à cause du dictateur. Mais les dictateurs de chez nous ou de chez nous, les autres pays d'Afrique centrale, parce que nous sommes vraiment bénis avec les dictateurs. Nous sommes bénis. Ils font absolument rien. Ils nous forcent tous à aller en exil. Ils nous forcent tous à contribuer au développement d'autres pays. Moi, ma contribution vers l'Afrique du Sud, je ne fais pas de ça un problème. C'est en Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Mais les contributions de mes frères qui font des choses aux États-Unis, la fille là de la RDC, la physicienne là, qui a fait beaucoup de prouesses avec l'hélicoptère, des histoires volants qui utilisent l'eau pour faire des choses. La RDC perd, l'Afrique perd. Beaucoup de professeurs, des éminents professeurs sont au Canada, en Europe, Brésil, au Cuba, toutes ces choses-là. Nous perdons beaucoup de gens parce que nous ne voulons pas mettre les infrastructures ici. Je suis pour que l'Afrique gagne. Je suis pour que l'Afrique évolue. Et je n'ai jamais eu honte de le dire. Et je n'ai pas honte de le affirmer ici, devant vous. Je suis africain. Je suis dans la perspective de construire le rêve africain. Je veux que les gens, les Européens, quand ils nous voient à la télé pour dire « Waouh, j'ai envie d'aller à Cape Town ». Tout le monde veut venir à Cape Town pour voir les belles montagnes. Nous sommes bénis à voir ces montagnes à Cape Town. Mais les Sud-Africains n'ont pas seulement laissé les montagnes à la merci de tout le monde. Ils ont fait créer des infrastructures à côté et ces montagnes-là rapportent de l'argent à l'économie. Mais chez nous, nous avons des bonnes places, des belles places touristiques, des bons sites touristiques. Qu'est-ce que nous en faisons? Le ministre de tourisme est là pour la bonne forme. Rien de réforme. Et vous voulez que le pays évolue. C'est un privilège pour moi, mais je me dis que je ne suis pas encore arrivé. Je serais content si mon livre pouvait être traduit en chinois. Parce que le chinois ou le mandarin, c'est la langue la plus parlée par tête d'habitant. L'Afrique est à 1,3 milliard d'habitants. La Chine a seule 1,4 milliard d'habitants. Voilà les perspectives dont je défends et que je continue à promouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, madame. Monsieur Ségué, avant que nous puissions nous séparer, je voudrais juste vous poser une question sur une analogie que vous avez faite dans votre vidéo précédente, la vidéo en anglais. Oui. Vous parlez de Triple H, such as avoiding hypocrisy and be hopeful and be honest. Pour les gens qui nous suivent à la maison, qui sont francophones, pouvez-vous traduire et voir si ça peut nous donner ce swag Triple H. C'est difficile parce que déjà en langue française, on dit il n'y a pas de synonyme dans la langue française. Mais je vais essayer de mettre ça en une autre phrasologie ou une analogie que je vais appeler DEP. Okay. DEP en français, DEP, pour dire il faut éviter la duplicité, la fausseté. Il faut reconnaître les mérites des uns et des autres. Parce que moi, Congolais, écrire sur l'Éthiopie et le Rwanda, je le fais, certes, parce que je suis panafricaniste et puis africain, mais cela ne veut pas directement traduire ma duplicité, la fausseté de reconnaître leur mérite. J'ai dit ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, ce que j'ai observé, ce que j'ai déduit à travers mes tests. Il faut être espérant dans la vie et surtout dans le continent africain. Je vous ai parlé tantôt du journal ou du magazine L'Économiste qui, en 2000, avait produit un article qui disait ou qui se référait à l'Afrique comme un continent sans espoir.
Et je pense, en le disant, il faisait allusion à sans espoir économique de développement et toutes ces choses. Parce que nous étions tous habitués à aller étudier chez eux en Europe ou en Amérique. Et je suis un fruit d'Afrique. Mes études, je les fais en Afrique. J'ai fait quelques parties, quelques cours ailleurs, notamment aux États-Unis. Je n'ai pas fait de cours en Europe. J'ai fait quelques cours aux États-Unis, aux Émirats arabes et au Brésil. Mais sinon, le reste, je suis un produit africain. Et puis, le P, la probité. La probité morale et intellectuelle. Il ne faut pas faire des analyses sur fond patriotique. La science n'est pas patriote. La science est universelle. La science, certes, a un langage. Mais le langage de la science, c'est les chiffres, les évidences, les preuves. Lorsque vous voulez parler du Rwanda, n'amenez pas les émotions, surtout pour les Congolais. N'amenez pas les émotions. Ayez la probité morale et intellectuelle. Ça, c'était pour expliquer le DEP pour les francophones. Pour les anglophones, c'était les Triple H. Le DEP. Maintenant, me basons sur l'espérance. J'avais dit dans la vidéo en anglais qu'il faut se mirer. Pourquoi j'aime le miroir? Si vous pleurez devant votre miroir, le miroir ne va pas se moquer de vous. Si vous sautez, le miroir ne va pas sauter. Ça sera seulement votre personne qui saute devant ce miroir. Vous quittez le miroir, vous allez ailleurs. Vous revenez après 2-3 jours. Le miroir sera toujours là, là où vous l'avez laissé. Si vous voulez lui dire des choses, le miroir sera là. Mais pourquoi le miroir? Parce que le miroir te donne la réflexion de ce que tu es en ce moment-là. En ce moment où t est égal à 0. À l'instant où t est égal à 0, tu te mets devant le miroir, tu as plus de perspectives. Si en regardant dans le miroir, tu es content ou contente de la personne que tu vois à travers ce miroir-là, et je dirais que tant mieux. Mais je mets toujours les gens devant un défi. Je ne pense pas que la personne que tu te vois dans le miroir, c'est la personne que tu veux être. Parce que le miroir te donne plusieurs perspectives. Devant le miroir, tu peux dire tes rêves les plus fous. Pour dire, ah, regarde-moi. Je ne fais pas partie des hommes qui doivent être, par exemple, le président de la République ou bien le chef d'entreprise. Je ne fais pas partie des gens qui vont devenir comme les Bill Gates, juste pour dire comment le parcours d'un homme peut être établi. Et aujourd'hui, je répète encore, évitons la duplicité. Écartons-nous de la fausseté. Même si c'est ton ami qui le fait, soyons corrects avec nous-mêmes. Ayons la probité morale et intellectuelle. La morale va nous faire dire à ton ami, mon ami, ça ne marche pas. Je ne peux pas marcher avec toi parce que ce que tu fais est contre nature. Si nous pouvons vivre tous à travers le DEP, l'Afrique évoluera. Et merci beaucoup, madame. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de cette conversation. Et ce que je retiens de M. Seke, c'est l'innovation n'est pas toujours des nouvelles choses, mais l'amélioration des choses que nous avons. Et j'espère que ça a aussi été une expérience ou une conversation inspirante, comme ça l'a été pour moi. Et merci encore. Merci, madame. Merci de nous avoir visités et d'avoir été formidable. Je vous remercie. L'honneur est pour moi de consacrer mon temps avec vos questions si difficiles que je devais répondre. Mais je crois que ceux qui nous suivront seront inspirés. Vivons dans le DEP. Dans le DEP, voilà. Très inspirant. Et de ma part, Muriel Ngoï, au revoir.